Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter la prise en main du logiciel Tracker ainsi que la séquence à suivre pour conduire l'analyse complète du mouvement d'un objet enregistré sous forme de vidéo. Alors, bien entendu, pour commencer, il faut ouvrir la vidéo en question. Et une fois chargée, cette vidéo apparaît à l'écran dans une partie. Donc on peut visualiser cette vidéo grâce au contrôle situé en dessous. Par exemple ici, le bouton play et le bouton pause. On peut revenir au début. On peut également, grâce à ces contrôles, passer d'une image à la suivante. Donc ici, il passe d'une image à la suivante, mais on peut aussi lui demander de passer de deux images par deux images, ou trois ou quatre, si il s'avère que les images sont trop rapprochées les unes des autres. Ce n'est manifestement pas le cas ici, donc je vais laisser le 1 pour dire de passer d'une image à la suivante. Alors, une première chose à faire est de définir exactement la séquence d'intérêt, donc le début et la fin du mouvement tel qu'il apparaît à l'image. Donc pour ça, on utilise les petites flèches noires ici. La première petite flèche noire va sélectionner le début de la séquence d'intérêt. Donc je vais la positionner au moment où je vois le boulet sortir de son canon. Et puis j'utilise la deuxième flèche noire pour me positionner à la fin de la séquence, donc lorsque le boulet quitte l'écran. Je peux remettre au début et visionner la séquence d'intérêt. Une fois cette séquence bien délimitée, je vais commencer à paramétrer le logiciel pour qu'il puisse faire la correspondance entre les unités de temps, de distance réelles et celle qui apparaît à l'image ici. Donc pour cela, je vais me servir successivement de ces trois icônes ici présents. Le premier ouvre une petite fenêtre qui indique d'abord quelle est l'image de départ, l'image finale et le nombre d'images que l'on passe d'un incrément au suivant. C'est en fait ce qui a été défini par les petites flèches noires dont je vous parle au début. Donc il s'avère que la première flèche noire indique l'image numéro 27, la deuxième flèche noire l'image numéro 47, et nous décidons d'analyser chaque image, donc sans en passer aucune entre chaque incrément. Donc ces trois champs, je ne vais bien sûr pas les modifier puisqu'ils ont été paramétrés correctement. Alors l'encadré en dessous s'attache à paramétrer la grandeur temps. Alors je vais pour l'instant initial laisser la valeur par défaut de 0 secondes, ce qui veut dire que le logiciel va commencer à analyser la séquence avec un chronomètre réinitialisé à 0 secondes, ce qui est bien sûr le plus commode. Ensuite, les deux champs suivants sont liés entre eux automatiquement. Il s'agit de la vitesse de défilement des images en fonction du temps et pour le dernier champ de l'intervalle de temps qui s'écoule entre deux images successives, entre deux incréments successifs. Alors, ici, habituellement, les valeurs par défaut sont correctes parce que ces informations sont lues comme métadonnées du fichier vidéo. Donc ce sont des données enregistrées par l'appareil qui a pris la vidéo et donc souvent cette donnée est correcte. Ici cependant elle ne l'est pas parce que c'est une vidéo qui a été éditée, qui est prise au ralenti. Donc je vais devoir reprendre l'information indiquée ici qui me dit
que dans cette séquence, il y a 960 images prises par seconde, ce qui n'est pas la valeur indiquée. Donc, au lieu de presque 30, je vais mettre 960. Lorsque j'appuie sur Enter, vous allez voir le champ en dessous qui va automatiquement se recalculer et indiquer une valeur, cette fois-ci, de 1,04 fois 10 exposant moins 3 secondes. Ce qui est logique. J'ai presque 1000 images par seconde, donc il y a à peu près 1 millième de seconde entre chaque image. Alors, deuxième point, il s'agit de donner au logiciel la correspondance entre les distances mesurées sur l'image et la distance réelle. Alors, dans cette vidéo, on a bien sûr pris le soin de présenter un objet dont la taille est connue à l'avance. Ici, ce sont les graduations inscrites en bleu. Alors, pour faire cette correspondance, j'appuie sur la petite flèche. Je crée un nouveau bâton de calibration. Pour faire apparaître ce bâton, je maintiens la touche majuscule appuyée tout le temps. Je clique une première fois pour indiquer l'extrémité du bâton, la première extrémité. Puis toujours avec la touche majuscule appuyée, je clique une seconde fois pour matérialiser ce bâton. Je peux ajuster ces deux extrémités pour bien les faire correspondre à l'objet de taille connue présent à l'image. Alors cet objet de taille connue, on le voit, il a une taille de 1 mètre. Donc j'indique dans le champ texte ici que ce bâton a une longueur d'1 mètre. Voilà qui est fait. Ensuite, avant toute analyse de mouvement, il faut toujours impérativement choisir un système de référence, ce qui va se matérialiser par une origine et deux axes ici. Pour cela, j'appuie sur le troisième icône et voilà donc une origine et deux axes qui s'affichent. Je vais commencer par ajuster l'origine. Je vais la mettre au choix, bien sûr, à une position déterminée sur l'écran. Bien sûr, ce choix doit être commode et pratique. Donc je vais le mettre au début du mouvement, puisque je sais qu'au début de la vidéo, le boulet se situe ici. Ensuite, j'ai également deux axes, mais puisque c'est un mouvement rectiligne suivant une ligne droite, je vais n'avoir besoin que d'un seul axe. Un seul axe X. L'axe X, c'est celui indiqué par la petite marque ici. C'est l'axe horizontal. L'autre axe, c'est un axe Y inutile ici. Donc, sans le vouloir, l'axe X coïncide déjà avec la trajectoire du boulet de canon, mais si ce n'était pas le cas, je pourrais ajuster en cliquant sur la petite marque et en faisant tourner mon axe. Donc je le fais coïncider à la trajectoire. Mais je dois également m'assurer que le sens de cet axe est celui que je souhaite. Donc le sens positif de cet axe, il est indiqué du côté où se trouve la petite marque. Donc il est plus pratique de le faire coïncider avec le sens réel de progression du boulet. Donc j'ai retourné mon axe. Comme ça, non seulement cet axe X indiqué par la marque coïncide avec la trajectoire, mais en plus, il a le même sens. Le paramétrage est terminé. Maintenant, je vais repérer chacune des positions prises successivement au cours du temps par le boulet sur l'image. Pour cela, je crée ici une masse ponctuelle. Puis, je maintiens constamment la touche majuscule appuyée et je viens
lorsque cette touche est appuyée, je vois que le curseur affiche une petite croix. Et puis avec ma souris, je me positionne à un endroit bien précis du boulet de canon que je veux suivre. Puis je clique. Et immédiatement après le clic, le logiciel passe à l'image suivante et je n'ai plus qu'à cliquer une seconde fois, toujours au point correspondant sur le boulet de canon et toujours en maintenant appuyer la touche majuscule. Ce faisant, le logiciel consigne la position au cours du temps de tous mes clics et calcule déjà une série de paramètres. Cette étape est bien entendu la plus minutieuse. Et la plus longue. Une fois terminé, il est possible de revenir en arrière pour ajuster chacun des points si nécessaire. Alors, on le voit, à côté, les données en bas à droite sont consignées sous forme de tableau où on a les différents instants, l'instant initial qu'on a paramétré à 0, puis entre chaque image s'écoule bien 1 millième de seconde, donc on a tous les instants successifs, et automatiquement le relevé de la position X selon le système d'axe choisi. Puisque c'est un mouvement rectiligne selon l'axe X, la coordonnée Y, elle, n'est pas intéressante. Alors, comment va-t-on faire pour afficher ce dont on a besoin? On clique sur ici tableau de données et on peut désactiver la coordonnée Y pour choisir au contraire les variables relatives à l'axe X, donc la vitesse selon cet axe et l'accélération selon cet axe. Vx et Ax sont automatiquement calculés. Au-dessus à droite, nous avons un graphique qui est automatiquement réalisé également. Il présente la position X au cours du temps. Je peux modifier cette variable en cliquant dessus et en choisissant par exemple Vx. Alors attention, les graduations sur l'axe vertical sont calculées automatiquement et ne commencent généralement pas à 0, ce qui peut donner une interprétation trompeuse de la forme de la courbe qui apparaît. On pourrait croire a priori que la vitesse varie énormément, mais en fait, lorsque on prend le soin de remettre les graduations en les faisant partir de 0, donc en utilisant la souris ici, lorsque le curseur indique une flèche vers le bas, je peux remettre à 0, mais je vois au contraire que la vitesse est relativement constante. Alors, toutes ces données donc, apparaissent automatiquement. Il ne reste plus qu'à les exporter. Pour cela, aussi bien pour le graphique que pour le tableau, il suffit de faire un clic droit instantané et puis nous pouvons enregistrer sur le format au choix. On peut également plus rapidement faire clic droit, copier l'image et puis coller dans un traitement de texte. Pour le tableau, il est également possible d'exporter les données sous format texte et de les coller dans un tableur par exemple. Voilà, vous savez maintenant comment prendre en main ce logiciel tracker et mener une analyse d'une vidéo. N'hésitez pas cependant à explorer toutes les fonctionnalités possibles de ce logiciel dont j'ai présenté uniquement les fonctionnalités de base pour permettre d'aller plus loin dans la compréhension des mouvements. Je vous remercie pour le visionnage de cette vidéo et je vous espère revoir pour les suivantes si c'est le cas.